Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité. Semaine marquée par son grand oral, le grand oral du Premier ministre lundi dernier, le chef du gouvernement. C'était le deuxième après celui du 8 novembre 2021. Patrick Achi a fait le point de l'action gouvernementale. On passera en revue évidemment les sujets qu'il a abordés avec nos consultants en plateau. Autre sujet d'actualité, Charles Blé Goudet, qui est de retour en Côte d'Ivoire. Il place son retour sous le signe de la paix. Mon rôle n'est pas de vous révolter, a-t-il lâché. Analyse, décryptage à suivre avec nos invités dans quelques instants. Ce soir avec moi en plateau, ils sont au nombre de 4, en raison de la durée inhabituelle de votre programme liée aux exigences de la Coupe du Monde. André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Il y a un nouvel organe qui s'est ajouté, All Buzz Africa. Professeur Simplice Dian Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. Éric Dohou, analyste, cofondateur de la Garde citoyenne. Enfin, Guillaume Bateau, journaliste, directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Premier ministre Patrick Achi s'est livré à l'exercice du grand oral lundi, répondant aux questions des journalistes. Le chef du gouvernement s'est prononcé sur la politique, l'économie et le social, la lutte contre le terrorisme ou la corruption, avec quelques annonces à la clé, les précisions de Pierre Dipaumelin. 2h30, c'est le temps qu'a duré le grand oral du Premier ministre Patrick Achi face aux journalistes à l'auditorium de la primature. En verve et très à l'aise, Patrick Achi a ponctué ses interventions de notes d'humour. Sous le feu des questions des journalistes, le chef du gouvernement a fait montre d'une maîtrise des sujets. Au niveau social, le chef du gouvernement a défendu le PS Gouv 2, dont les résultats sont, selon lui, au-delà des attentes. En 2011, combien de personnes avaient un abonnement à l'électricité? C'est-à-dire avaient dans leur maison une ampoule qui pouvait allumer. 1 100 000. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés? 3 500 000 abonnés. Inédit, jamais vu. En l'espace de 10 ans, ce qu'on n'a pas pu faire en 60 ans, en l'espace de 10 ans, on a triplé. Et je peux continuer encore comme ça sur les chiffres. On a l'éducation, on a la santé, les poches de sang. Près de 30 000 poches de sang ont été distribuées à des femmes en couche. Première cause de décès des femmes, je dirais, pendant les couches, on fait des césariennes, on demande une poche de sang. C'est maintenant qu'on est en train de courir ici. Pendant que la femme souffre et qu'il faut régler le problème, les gens sont en train de penser à du business. Voilà. On dit c'est 3 000, 4 000, moi je vais vendre à 25 000, quelle marge je vais avoir? C'est à peine imaginable. Et pourtant, c'est ça la réalité. Ces problèmes ont été réglés. Au niveau politique, Patrick Achi a évoqué le climat de paix qui prévaut dans le pays. Un fait qui a poussé le HCR à déclarer la fin du statut de réfugié politique. Les amnisties de 800 personnes qui ont été faites pour amener la paix, la grâce présidentielle qui a été faite, la facilité de retour, je dirais, du président Gbagbo. Et tout un certain nombre d'actes qui ont été posés ont concouru à ce qu'on revienne toujours à une situation de plus en plus apaisée. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, personne dans le monde ne peut réclamer quoi que ce soit dans aucun pays en se prétextant du statut de réfugié ivoirien? C'est terminé. Le monde entier considère aujourd'hui que le pays est revenu dans une situation où rien ne peut justifier que quelqu'un aille en exil et dise qu'il est justifié. En ce qui concerne les 46 militaires ivoiriens détenus en terre malienne, le Premier ministre a rappelé le choix de la voie diplomatique du chef de l'État pour le règlement de ce différend avec le Mali. Entre autres sujets évoqués, les préparatifs de la CAN prochaine en terre ivoirienne. Pour le chef de l'exécutif, la Côte d'Ivoire sera prête bien longtemps avant l'événement. Il a promis aux amoureux du football une fête exceptionnelle. Voilà, monsieur, on vient d'entendre le Premier ministre Patrick Achi faire le point de l'action gouvernementale. Première question déjà, comment vous l'avez trouvé? Assez à son aise, comme d'habitude. André Silver? Oui, on a vu un Premier ministre à l'aise. C'est un homme de dossier, on l'a vu, avec sa constance qui consiste à dire qu'il travaille sous le leadership du président Alassane Ouattara. Voilà, c'est du Patrick Achi. Voilà. Éric Dohou? Bon, moi j'ai 2 points précis sur ce sujet. D'abord le format. Je dois être très honnête, je ne suis pas habituellement cet exercice-là. Je le trouvais un peu inutile. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Parce que déjà dans le format, c'est 2 heures à peine.
Et pendant ces 2 heures, il y a une multitude de questions sur plus d'une dizaine de sujets. Il est très difficile d'aller dans le fond. Donc, à mon sens, ce genre d'exercice, pour moi, c'était surtout pour faire des annonces spécifiques sur certains sujets. Et comme ce n'était pas le cas dans ce TS6 2022, j'ai trouvé que c'était un peu peut-être inutile sur la manière, à moins que c'était juste un exercice de communication du Premier ministre qui voulait un peu montrer qu'il était à la tâche, je ne sais pas. Parce que vraiment, moi je me souviens quand j'ai regardé les commentaires, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les réactions des Ivoiriens face à ce genre d'événements. Beaucoup parlaient de redevabilité démocratique, puisqu'il fallait pour les élus venir vers la nation, ou en tout cas les gouvernants, et expliquer un peu voilà, ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils prennent certaines décisions. Mais voilà, si on veut vraiment faire de la redevabilité, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait plutôt qu'on aille plus dans le fond et que l'exercice soit en fait un exercice de tous les ministres. Ça pourrait se faire très simplement au Parlement, comme ça se fait dans d'autres pays, ça pourrait se faire à la télévision. On se plaint beaucoup de vos chroniqueurs qui sont toujours les mêmes sur ce plateau. Peut-être que s'il y avait plusieurs plateaux, justement, on pourrait avoir plusieurs personnes qui pourraient justement intervenir sur ces sujets-là et interroger ces ministres et ces premiers ministres sur le fond des dossiers. Bon, pour les plateaux qui existent déjà, il faut déjà qu'on ait une multitude de personnes qui se désignent, qui acceptent de venir sur les plateaux. Je reviendrai sur certains points que vous avez évoqués. Guillaume Bateau. Oui, je pense que, Dou disait qu'il trouve... Non, ce n'est pas inutile. Et même si on peut effectivement regretter que le temps ne permet pas vraiment d'aller au fond, mais c'est toujours bon pour un chef de gouvernement d'expliquer ce qu'il fait. Pour un gouvernement, d'expliquer ce qu'il fait. Et ce format existe ailleurs. On a généralement, dans les grandes démocraties, régulièrement, les responsables publics s'adressent à la presse et discutent. Donc, c'est pas ça que le plus... Moi, ce que... donc là, sur la question, il n'y a pas de problème. Le Premier ministre a dit beaucoup de choses sur l'action gouvernementale. Effectivement, on a besoin d'approfondir. C'est pour ça que je regrette sincèrement que nos gouvernants ne parlent pas souvent aux médias locaux. Je trouve qu'en principe, après ce genre de débat, l'exercice, les services de la primature doivent pouvoir amener le Premier ministre à rencontrer 2 ou 3 médias spécifiquement pour aller dans le fond, accorder des interviews à des médias privés, accorder des interviews à la radio, à un certain nombre de choses pour que les journalistes et même d'autres observateurs puissent aller dans le fond. Et c'est pour ça que je dis, je regrette. Vous voyez, par exemple, le président de la République, je sais pas, je n'ai pas souvenir qu'il ait parlé à un journal ivoirien depuis qu'il est là. Le Premier ministre, c'est la même chose. Même, ce n'est pas forcément Patrick Hachi, ce n'est pas cette critique de Patrick Hachi, mais même ses prédécesseurs, rarement on les a vus accorder des interviews en dehors de Fantôme Matin, où quelquefois ils le font, aux journalistes. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça permet effectivement de ne pas aller au fond des sujets. Oh, on a besoin d'aller au fond des sujets. Tout ce qui est annoncé, il y a un timing, il y a les budgets, les ressources, et après, il faut pouvoir juger. Et moi aussi, je me pose la question de savoir, est-ce que sur le chronogramme, est-ce que ça va être des rencontres semestrielles ou bien ce sont des rencontres au pif? Parce que ça aussi, il faut qu'on le sache. En tout cas, le dernier en date avait eu lieu en novembre 2021, celui-ci en novembre de cette année. Pratiquement 1 an après. Je crois que c'est trop long. Trop long pour apprécier une action gouvernementale pour un mandat de 5 ans. Il est peut-être préférable qu'au moins tous les trimestres, le Premier ministre vienne faire le point et qu'en plus, après, on puisse l'interroger pour ceux qui le souhaitent sur des questions spécifiques. Donc moi, il y a ces choses-là. En dehors de ça, je crois que c'est un exercice qui était assez intéressant pour les journalistes. Professeur Dion? Moi, j'ai eu l'avantage d'être, on va dire, témoin oculaire et auriculaire, si vous me permettez, vous étiez présent à la rencontre de cette grande activité. Alors, on a dit que c'est un homme qui maîtrise les dossiers, à la fois technique et politique. J'ai apprécié la qualité de la démarche, parce qu'il y a de la cohérence, parce que j'ai senti beaucoup de pédagogie. Il y a eu de l'assurance de la part du Premier ministre, il y a eu la confiance en soi et en ses collaborateurs, et il a dégagé suffisamment d'optimisme. L'idée, c'est que vous avez un chef d'État qui a une vision. Mais une vision, il faut la traduire en actes. Donc cela se décline en des activités, et ce sont les ministres, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont chargés d'exécuter ces activités. Hachi Patrick a parlé avec ses ministres au récent séminaire de Yamoussoukro, justement pour que chacun puisse dire ce qu'on lui a donné comme cahier des charges, ce qu'il a pu exécuter et comment on en fait l'évaluation et le suivi. C'est là où on tombe dans la démarche qualité.
je dis que je vais faire, je le fais, et je vous dis que j'ai fait ou que je n'ai pas pu tout terminer, mais voici ce qui me reste à faire. Donc moi, j'ai apprécié à la fois la qualité de la démarche et la démarche qualité. C'est un exercice qui a duré pratiquement 2h30. Il a fait 14 minutes précises d'exposé liminaire. Les journalistes ont eu l'occasion de poser leurs questions pendant pratiquement 2h15 minutes. C'était à eux, donc, de soulever les questions essentielles qui importent aux Ivoiriens. Je crois que ça a été fait. Et il a tenté vraiment, dans la clarté et la simplicité, de donner des réponses aux préoccupations des journalistes présents. Éric Doe, pour vous, le format, vous avez utilisé le mot inutile. Dans quel autre format vous aurez vu cet exercice du Premier ministre? D'accord. Moi, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait que ce genre d'exercice se fasse tous les jours, peut-être. Dans d'autres pays, il n'est pas rare de voir des ministres se lever très tôt le matin, à 6h ou 7h, pour participer à des émissions grand public, pour pouvoir expliquer, justement, traiter certains sujets. Ce que j'attendais, moi, justement, de cet exercice, c'est qu'il y ait des développements nouveaux sur certains dossiers, ce qu'il n'y a pas eu. Donc, il y a eu simplement des rappels de ce qui était... Bon, c'est presque comme s'il était venu faire un résumé de ce que ces ministres avaient déjà dit les semaines ou les mois précédents. Après, on peut rentrer dans le fond de ce qui a été dit, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut, sur lesquels on doit revenir, parce qu'il y a des points, en tout cas, je ne sais pas si je peux continuer. Oui, bien sûr, allez-y. Donc déjà, il y a eu beaucoup de sujets, donc je ne pourrais pas traiter de tous, je vais juste rester sur certains. Lesquels ont attiré votre attention? D'abord, commençons avec la cherté de la vie. Toujours pareil, le gouvernement botte en touche, on nous demande de ne pas toujours regarder les résultats qui ne sont pas forcément très probants dans notre pays, mais de regarder l'inconfort et les difficultés des autres, peut-être pour se sentir un peu plus à l'aise. Bon, moi, c'est une rhétorique qui ne me convient pas. Voilà, j'aurais préféré un mea culpa du gouvernement, notamment de ne pas avoir pu anticiper sur certaines choses, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Moi, j'ai plus que l'impression qu'aujourd'hui, c'est gouverner, c'est décevoir, parce qu'on est vraiment déçus de voir, en fait, que les mois passent et il n'y a rien qui change, en fait, à part les prix qui augmentent sur les marchés et que les Ivoiriens ont des difficultés à se nourrir. Et par là, il a parlé de la santé. On nous demandait de voir justement tous les centres de santé qui avaient été bâtis et rénovés. Moi, j'avais presque envie de dire au Premier ministre, si j'avais été là, que si on dit que le premier médicament, c'est la nourriture, peut-être que si on faisait des efforts sur les prix des denrées alimentaires, on pourrait mieux se nourrir, être en meilleure santé, puisqu'il a vraiment beaucoup insisté sur tout ce qui est maladies métaboliques, en disant que voilà, les Ivoiriens meurent de maladies assez bénignes, et que donc voilà, on pourrait faire un effort sur ce sujet-là. Il a parlé du foncier, j'ai entendu parler d'un logiciel qui serait en cours, qui viendrait régler tous nos problèmes. J'avoue que j'attends de voir, parce que dernièrement, en parlant de logiciel, on a eu un logiciel qui avait des soucis d'homonymie, donc j'attends de voir en tout cas si ce fameux logiciel peut régler un problème qu'on traîne depuis presque 30 ou 40 ans. Ensuite, il y a le sujet assez polémique des 3000 docteurs, donc il y a répondu. Et je n'ai pas non plus apprécié la réponse qu'il a formulée, ce qui demandait à ces docteurs-là de se recycler, de penser à une reconversion. J'avais presque envie de lui dire, si j'avais été là, que c'est ce qui se fait déjà depuis des années. Nos cabinistes, parfois même apprentis de Gbaka sont des gens qui ont eu des diplômes, pas forcément apprentis de Gbaka, vous abusez, vous exagérez. Ah, moi j'en connais. Un peu. J'en connais. J'ai bossé dans l'e-commerce pendant de nombreuses années. J'avais des livreurs qui avaient des masters, d'autres qui étaient en soutenance de thèse. Il y a un gros problème d'emploi dans ce pays. La solution, il a effleuré du doigt, c'était le secteur privé. Mais nous, on attend justement, c'est ce que j'attendais, des annonces en fait dans ce sens-là. La dernière année fiscale 2022, je m'y suis intéressé en début d'année. Il y avait justement des annonces, mais qui, à mon sens en tout cas, n'étaient pas suffisantes pour régler ce problème-là. On ne va pas débattre de ça ici, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais je veux dire par là que si le Premier ministre s'est adressé, en tout cas, ou définir le véritable problème ou la véritable problématique, j'aurais préféré en tout cas que cet exercice soit une manière d'annoncer les prochaines mesures sur le sujet, plutôt que de demander de façon un peu infantilisante à ces messieurs-là de penser à faire autre chose du métier dont ils ont rêvé en étudiant. Donc, vous êtes resté sur votre faim. Beaucoup. C'était le cas pour vous, André Silver-Conan, dans le Non, fond? pas forcément. C'est vrai que, bon, là, le gouvernement ne pouvait pas quand même anticiper sur la guerre en Ukraine. Donc, je pense qu'il faut quand même être un peu mesuré sur les pouvoirs qu'on donne au gouvernement. Il n'empêche, il y a effectivement des problèmes. Moi, je suis
parmi ceux qui estiment qu'effectivement, dans le cadre des médecins chômeurs, il faut une reconversion. L'idéal, effectivement, c'est que le gouvernement, le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que notez bien que les docteurs chômeurs s'adressent uniquement au ministère de l'Enseignement supérieur et à aucun autre ministère. Donc, ils veulent aller enseigner. OK, sauf que l'État vous dit, nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes plus en 1980, où automatiquement on pouvait employer des docteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, de façon constante. Et le Premier ministre a eu le mérite d'être honnête sur le sujet. Il aurait pu dire, comme d'autres dirigeants, il n'y a pas de problème, on va vous employer, et puis il ne le fait pas. Voilà. Il y a un problème. L'État ne peut pas recruter tous ces docteurs. Eh bien, il est important que... Moi, j'ai fait 2 masters. Le premier master en ressources humaines, mais ne m'a pas servi dans le domaine de compétences dans lequel j'exerce. J'ai été obligé d'aller faire un autre master en communication. Donc, ce n'est pas des choses qui ne sont pas faisables. Bref, moi, j'ai retenu quand même que le Premier ministre est revenu sur les 5 axes majeurs de la politique de la Côte d'Ivoire solidaire. Vous savez, le projet du président Alassane Ouattara en 2020. Et il a insisté sur l'accélération des infrastructures. Là-dessus, je n'ai absolument rien à dire. J'ai toujours dit que la politique macroéconomique poursuivie par le pouvoir RHDP était bonne. Reste toujours le côté microéconomique. Il a aussi parlé de la dynamisation du secteur privé. Sur ce point, je pense qu'il reste quand même un certain leadership sur un sujet très important qui ne retient pas souvent l'attention de nombreux Ivoiriens. C'est le fait que nos banques ne soutiennent vraiment pas l'entrepreneuriat. Voilà. Et il faut vraiment qu'il y ait un leadership gouvernemental qui amène les banques à soutenir l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nos banques sont souvent comme des banques de dépôt où il est vraiment difficile d'avoir... Des banques qui ne veulent pas prendre de risques. Oui, qui ne veulent prendre aucun risque. Alors, aucun risque. Et ce sont devenus des banques de dépôt et qui n'encouragent vraiment pas l'entrepreneuriat. J'ai aussi noté qu'il a parlé du progrès social et de la croissance, qui est le 3e axe de la politique de la Côte d'Ivoire solidaire. C'est cela. Mais c'est vrai qu'en matière de répartition des fruits de la croissance, les fonctionnaires, ils en ont reçu. Mais je pense qu'au niveau du privé, surtout pour nous qui exerçons dans le domaine de la presse privée, on en a besoin. Il y a, par exemple, le fonds de la presse, de soutien à la presse, qui n'est pas activé depuis plusieurs années. Et ça devient insupportable pour les entrepreneurs au niveau par exemple, de la presse privée. Il y a la modernisation de la nation dont on parle. Mais cela, je reste un peu sur ma faim parce que je prends l'exemple récent du recensement électoral. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en 2022. On ne devrait plus être au temps d'Hérode en train de passer de porte en porte pour ou bien mettre des recenseurs sur un lieu. Non, il y a des fichiers qui existent. Il y a les fichiers de l'ONESI, il y a les fichiers de naissance, il y a les fichiers qui existent qu'on pourrait croiser et puis c'est réglé. Mais continuer aujourd'hui à faire un recensement électoral comme au temps d'Hérode, pour moi, cache un agenda et il faut revoir cela. Maintenant, il a parlé du dernier point. Vous êtes nostalgique de la période d'Hérode, me semble-t-il. Non, mais la période d'Hérode remonte au temps de Jésus-Christ, vous voyez, plus de 2000 ans en arrière. Voilà, on parle de modernisation de l'administration, de la nation. Pour vous, on peut se mettre à des outils modernes. Absolument, d'autant qu'au niveau de la CEI, cette proposition avait été déjà formulée. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on revient encore à cela. Très bien. Maintenant, pour finir sur le 5e point qui est le redressement moral, je pense que il y a des efforts qui ont été faits, qui sont faits, par exemple les concours de la fonction publique, au niveau de l'éducation nationale et tout cela, mais il y a encore des efforts, surtout au niveau de la corruption, parce que l'indice de perception de la corruption de Transparency International, la Côte d'Ivoire n'est vraiment pas bien logée. Guillaume Bateau? Oui, bon, je crois que... Dans le fond? Oui, dans le fond. On ne va pas refaire la conférence du Premier ministre, mais effectivement, sur la question des docteurs chômeurs, je trouve incompréhensible la démarche du gouvernement.
voilà un problème qui est posé depuis plusieurs années. Et on laisse le ministre de l'Enseignement supérieur dans une sorte de face-à-face avec ces jeunes-là. Et moi, j'aurais pensé que le Premier ministre... C'est le ministre de tutelle. Là, oui, je veux bien. C'est le ministre à qui ça s'adresse. Si le ministre de l'Enseignement supérieur, si le problème persiste, c'est parce que certainement que le ministre de l'Enseignement supérieur et ses services n'arrivent pas à trouver de solution. À partir de ce moment, moi, je trouve que le Premier ministre aurait été, de mon point de vue, plus sincère en recevant ces jeunes-là. Il les a jamais reçus. Pourquoi? Dans un pays normal, un Premier ministre, il parle avec des couches de la population qui posent des problèmes. Peut-être qu'il n'avait pas formulé la demande. Je pense qu'ils l'ont formulée maintenant. Mais les services du Premier ministre n'ont pas besoin d'attendre une demande formelle. Ils voient ces enfants, ces jeunes gens dans les rues, dans les marchés. Ça fait l'actualité. Mais pourquoi on ne les reçoit pas? Pourquoi on estime qu'ils doivent se reconvertir? Il y a beaucoup d'universités qui sont en train d'être construites. Mais qui va enseigner dans ces universités? On voit bien que... Public. Il y a une université qui va sortir de terre à Bondoukou, une université qui se, à Mans, etc. Non, tout à l'heure, tu as dit qu'il faut prévoir, il faut anticiper. Est-ce que nos facultés ont suffisamment d'enseignants? On connaît le nombre d'enseignants par salle de travaux dirigée. Si le ministère de l'Enseignement supérieur estime qu'on ne peut pas les recruter en l'état actuel, c'est bien parce que... Oui, mais je veux dire que si le ministère de l'Enseignement supérieur prend une position, le Premier ministre, son devoir, ce qu'il fait à la conférence de presse, il peut le faire en les rencontrant ces jeunes gens. Je pense que ça aussi... Pour leur proposer quelle solution? Il faut que dans notre pays, nous ayons la culture du compromis et de la discussion. Le gouvernement ne peut pas s'emmurer. Dit qu'on n'a pas de solution, alors que chaque année, on recrute, déjà. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, je pense que sur cette question, la réponse du Premier ministre ne m'a pas satisfaite. Si vous permettez, je reviendrai à vous. On a un profil sur ce plateau qui est professeur d'université. Oui. Lui, il a passé l'étape du doctorat. Professeur Dion, Oui. Quand vous voyez ces jeunes-là, vous n'avez pas été dans leur situation, évidemment. Moi, j'ai commencé au lycée, j'ai fait mon doctorat, j'ai postulé. À l'époque, c'est les départements qui exprimaient les besoins. Donc, le département dit, pour cette année, on a besoin de 5 enseignants en philosophie. On fait le recrutement, on fait la part belle aux jeunes docteurs, là, qui ont fait le direct. Et puis, on dit, par exemple, pour nous autres, les glissements catégoriels, ceux qui travaillent déjà, qui sont à la fonction publique et qui veulent venir à l'université, on peut dire 1 ou 2 places. Après, on est passé à un autre schéma. L'État a voulu maîtriser un peu un certain nombre de choses, notamment c'est les questions budgétaires. L'État dit, vous recrutez un peu trop ou un peu moins, nous allons voir clair dans tout cela. Donc, pour cette année, X ou N, nous avons besoin de 500 enseignants, dont 200 en philosophie, 100, etc., avec la répartition. Alors, pour cette année, vous aurez 500 enseignants. Pour l'année qui suit, l'État dira, on peut prendre 800. Après, on peut prendre 1200. Voilà comment les choses sont programmées. Donc, il y avait de l'anticipation. Il y a de l'anticipation et l'État l'a toujours fait. J'ai eu l'avantage de faire le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais on ne peut pas dire, par exemple, nous sommes 5000 aujourd'hui, nous voulons être tous recrutés. Il y a des questions budgétaires, il y a des questions de planification, et puis il y a des précédents aussi qu'il ne faut pas créer, parce que quand vous dites, nous sommes 5000, et qu'il faut prendre aujourd'hui les 5000, chaque jour qui passe, des docteurs soutiennent. Chaque jour qui passe, les gens soutiennent. Donc, il y a une question de planification. Les universités ne peuvent pas accueillir tous les docteurs. Donc, ce n'est pas une question d'incompétence du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce n'est pas cela. C'est une question de planification. Et la réponse que le Premier ministre donne, c'est la même réponse que le ministre de l'Enseignement supérieur donne aux jeunes depuis. Mais vous qui avez fait un doctorat et bien plus, quand vous êtes jeune, vous vous dites, oui, je vais travailler pour mon pays, et quand on vous dit, il faut vous reconvertir, alors que vous n'avez pas envie de vous reconvertir, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce qui est dit, moi, je n'ai pas eu la même compréhension de la chose. Ce n'est pas que le Premier ministre a dit, reconvertissez-vous, on ne peut rien faire pour vous. Il y a 2 choses. Ils ont reçu une formation doctorale. La première chose, c'est que quand je suis docteur, je peux aller enseigner à l'université. Mais on leur dit que être docteur ne vous donne pas tout de suite et automatiquement, c'est-à-dire obligatoirement, le ticket pour enseigner à l'université. Vous postulez comme tout le monde. Mais vous pouvez postuler aujourd'hui, ça peut ne pas marcher. Donc, vous vous engagez à postuler l'année qui suit. Dans ce laps de temps, essayez de... Vous faites quoi? Essayez de voir comment vous mettez votre doctorat à profit pour que, même si votre rêve, c'est d'enseigner à l'université, vous puissiez développer un certain nombre d'activités. Donc moi, ça me permet de revenir aussi sur
la formation qu'on donne à nos jeunes à l'université. Très Et bien. je crois que les gens sont en train d'y penser. Peut-être que tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Je reviendrai à vous, Guillaume Bateau, vous aviez la parole. Oui, je dis que l'intervention de mon aîné, docteur Dion... Professeur Dion. Oui, professeur Dion, me conforte dans ma position. Tout ce qui est dit, pourquoi pourquoi le Premier ministre ne rencontre pas ces jeunes? Et puis, on ne peut pas dire reconvertissez-vous. Il semble qu'il a dit qu'il était ouvert à une Mais rencontre. il a justement. insisté sur cela parce que les jeunes eux-mêmes, je te coupe pas la parole, ils sont, c'est vrai, très excités sur les réseaux sociaux, on les comprend, mais ils ont fait de bonnes propositions. Voilà. Les jeunes ont fait de bonnes propositions. Avec les universités privées, les grandes écoles privées. Par Absolument. exemple, une grande école privée ou université privée doit recruter nécessairement comme directeur des études quelqu'un qui a un rang doctoral. J'allais en venir. Ça, c'est une possibilité. Un État ne peut être D'accord. impuissant Le face Premier à un ministre problème. a dit « Je suis ouvert » et il a fini son intervention par ça. D'accord, très Je bien. dis, Guillaume, un terminé. État ne peut pas être impuissant. On ne peut pas dire que notre État est impuissant à régler un problème qui concerne 3000 personnes. Je suis désolé. Donc, si le Premier ministre et le gouvernement sortent de leur confort et s'asseyent avec ces jeunes qui sont pas idiots, il faut trouver des solutions alternatives. Que ce soit dans les universités privées, que ce soit à la fonction publique, que ce soit dans les cabinets ministériels. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans les instituts de formation, il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Un pays en voie de développement ne peut pas dire... et quand le professeur parle de problème budgétaire, c'est là même ce qu'il mérite. Si on est convaincu qu'il est important qu'on trouve de quoi faire à ces docteurs, mais on augmente le budget. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se cacher derrière le manque de ressources financières. L'augmentation budgétaire ne se fait pas comme ça. hein. Oui, mais je dis, les budgets doivent être ambitieux. D'accord, très Si bien. un pays a de l'ambition, il se donne les moyens d'atteindre ses ambitions. On vous a Et bien surtout compris. en matière de ressources humaines. D'accord, rectificatif, allez-y. En fait, Et je reviens à vous. Non, je reviens à vous tout de suite, Guillaume. Oui. En Parce que fait, je sais pas ce qu'il rectifie. le problème qui se pose, c'est que les docteurs chômeurs demandent uniquement d'entrer au ministère de l'enseignement supérieur. En fait, c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas une question de l'État ne leur trouve pas du travail ou non. Ils disent, on s'adresse au ministère de l'enseignement supérieur, on veut être recruté en tant qu'enseignant à l'université. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Et les dirigeants leur disent, non, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je n'ai pas bien suivi ce dossier du ministère de l'Enseignement supérieur, mais je sais qu'il y a des postes budgétaires chaque année. Et je crois que parmi les 3000 dès le départ l'année dernière, ça fait quand même 2 ans qu'on court. Vous voyez, 2 ans, on peut prendre 3 ans pour faire un autre doctorat. Et donc, l'année dernière, je crois qu'il y avait 600 à peu près qui ont été recrutés. Cette année aussi, je crois même qu'en novembre, le ministre disait que les derniers recrutements auraient lieu. Voilà. Donc, mais en attendant, on fait quoi? Parce que la réalité, c'est que on ne peut pas employer les 3000. Et les 3000 docteurs en question, je le répète, c'est pourquoi je parlais des rectificatifs, ce n'est pas une affaire de ils doivent être recrutés par l'État. Non, ils demandent d'enseigner à l'université et à l'université seulement. C'est pourquoi je m'adresse au ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord, André, on vous a bien compris. Guillaume Bateau. Moi, je veux bien que ces jeunes souhaitent entrer à l'université. Mais à l'État de leur faire des propositions alternatives, crédibles. Et c'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas vous cantonner au fait que, bon, moi, Guillaume Bateau, voilà ce que je veux. Mais vous, l'État, vous pouvez me dire, non, monsieur Bateau, voilà ce que nous vous proposons, et c'est une alternative crédible. Ça se fait dans les discussions. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ne font pas. D'accord. Parce que le problème, ce qu'on a remarqué, Oui. sur ce même plateau, certains de ces jeunes-là, pendant qu'ils ont soutenu le ministre de l'Enseignement supérieur, l'année qui a suivi, ils ont été recrutés. Ça aussi, c'est une réalité. Et ça, ce n'est pas bon. Et leurs amis ont le sentiment que ceux qui acceptent de se ramollir sont recrutés. Il y a un problème. D'accord. On vous a bien compris. Éric Deroux, on termine avec vous sur ce sujet avant d'aller à la pause. Oui, rapidement sur les 3000 docteurs, je ne pense pas qu'ils aient forcément envie de travailler comme enseignants à l'université. Si, je pense que c'est leur demande. je pense que ce qu'ils veulent surtout, c'est d'avoir la sécurité de l'emploi, trouver quelque chose à faire. Et c'est pour ça que je disais que ce que le Premier ministre a évoqué comme première piste, c'est la bonne. C'est de s'assurer qu'on ait des bonnes conditions pour que le secteur privé puisse justement récupérer cette grande masse des gens. C'est ce qui est censé être fait normalement dans un pays. Et je pense qu'il n'est pas normal aujourd'hui de limiter cette exigence qu'a le gouvernement de justement créer les conditions. J'ai parlé tout à l'heure de l'analyse fiscale, il n'y a pas que ça. Que ce soit la corruption, la lenteur administrative dans les dossiers de création d'entreprises, le manque d'aide justement pour l'incubation de jeunes entreprises, tout ça, c'est des choses qu'il faut régler. Et une fois que ce sera réglé, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il faudra en Côte d'Ivoire, je vous assure, moi je le dis en tant qu'entrepreneur, si demain j'ai la capacité, en tant que jeune entrepreneur, d'embaucher
pas trop cher, on va dire, quelqu'un qui sort d'un master, qui a une compétence réelle en droit ou en fiscalité ou en marketing, mon entreprise a plus de chances de perdurer. Elle ne va pas mourir au bout de 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise, il est tout à la fois. Il est comptable, en même temps commerçant, en même temps tout ce que vous voulez. Et du coup, il est multitâche. En termes de performance, on baisse. Donc moi, je veux dire que sur ce point, on ne va pas vraiment polémiquer sur cette histoire d'enseignement supérieur. Nous, je pense que ce qu'ils demandent, et ce que tous les jeunes demandent aujourd'hui, c'est que le gouvernement fasse des efforts pour que le secteur privé puisse justement, on ait plus d'entreprises qui se créent et qu'on puisse prendre toutes ces personnes. Et pour terminer, je voudrais dire que ces 3000 personnes dont on parle, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Hein. Il y a ceux qui sont en bas et qui n'ont pas eu le courage peut-être d'affronter les matraques de la police, parce qu'on les a gazés quand même les 2 ou premières fois ils sont allés manifester. Il y a des gens en bas qui attendent. Et comme je vous dis, ils sont aujourd'hui balançoires, ils font des petits métiers et on a l'impression parfois qu'ils devraient s'en contenter ou que s'ils le font, ils sont contents, donc on arrête. Non, il faut qu'on pousse les choses plus en avant dessus. Et tout ça pour clôturer mon propos sur ce sujet, l'État a une responsabilité. Guillaume Boiteau l'a très bien dit. L'État a une responsabilité. S'il ne peut pas le faire, peut-être qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre pour le faire. Et pour terminer, pour répondre à André, l'anticipation dont je parlais, ce n'était pas une anticipation sur la guerre en Ukraine. Mais j'estime que c'est le rôle de l'État d'anticiper certaines choses. De se dire qu'aujourd'hui, en 2022, les États sont tellement imbriqués qu'aujourd'hui, il vaut mieux anticiper justement les problèmes qui peuvent arriver à n'importe quel endroit de la planète. Non, peut-être que ce qu'André voulait dire, c'est qu'il y a des facteurs exogènes que l'État ne peut pas contrôler, ne peut pas prendre en compte dans l'anticipation. Quand on a des sujets d'anticipation qui contraignent depuis près de 20 ans, la sécurité alimentaire, aujourd'hui, nous dire que le blé qui arrive d'Ukraine, c'est ce qui a créé le problème du pain, je peux le comprendre, mais c'est pas aujourd'hui qu'on a... Quel problème de pain? C'est pas aujourd'hui que... Il y a eu quel problème de pain? Attendez, je termine. Je veux dire que c'est pas aujourd'hui que le prix du blé fluctue. Voilà, donc je veux dire... Très bien, monsieur, on est bien obligé de vous interrompre là pour marquer une courte pause. On se retrouve juste après. Retour sur le plateau de NCI 360 après cette courte pause. Je rappelle que dans la première partie de cette émission, nous faisions le point du grand oral auquel s'est livré le Premier ministre Patrick Achi en début de semaine. Nos consultants se sont prononcés sur plusieurs points, notamment la fameuse question des 3000 docteurs chômeurs en Côte d'Ivoire qui a fait grand bruit, au sujet de laquelle le Premier ministre a indiqué être ouvert pour une rencontre avec ces jeunes. Et je pense que la demande a été faite par les concernés, espérant que dans les prochains jours, il puisse être reçu par le chef du gouvernement qui puisse... annoncer de bonnes nouvelles. Messieurs, il y a également plusieurs sujets qui ont été abordés à la faveur de ce grand oral. Il y a notamment la question de la politique nationale. Le chef du gouvernement a estimé que le gouvernement a fait plusieurs efforts, notamment le président de la République, et il a rappelé les retombées du dialogue politique entre pouvoir et opposition qui sont censées reprendre bientôt. De ce point de vue, il me semble que tout le monde est d'accord là-dessus. Guillaume Bateau? Oui, de 2011 à aujourd'hui, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur la question des prisonniers, sur la question des exilés, sur la question des comptes dégelés, sur la question des biens confisqués, etc., etc. Il y a eu des efforts, il y a eu des progrès. Même si on continue de regretter que les prisonniers militaires soient encore détenus 10 ans après, même si on peut regretter que sur un certain nombre de questions comme les problèmes fonciers, il y a encore des efforts à faire. On est obligé de reconnaître que les dialogues politiques successifs ont entraîné un climat plus calme par rapport à ce qu'on a connu il y a 10 ans. Et le dernier geste, c'est-à-dire l'arrivée hier de Charles Blé Goudé, est la preuve aussi qu'on avance. On est en train de tourner résolument la page de la crise. Maintenant, effectivement, le gouvernement n'est pas seul. Les autres acteurs politiques doivent faire en sorte que nous puissions entrer dans une ère, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ère de compromis, où le débat politique n'est pas seulement un débat de confrontation. C'est de confrontation d'idées, mais pas de confrontation physique, pour ne plus qu'on ait à déplorer des violences et des morts à l'occasion des élections. Donc, sur la question, je suis d'accord avec le Premier ministre qu'il y a eu des progrès, même si je pense qu'il faut continuer toujours de parler, continuer toujours de renforcer la démocratie sur les questions de la décentralisation, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe personnellement, la question de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est vrai que le chef d'État a créé les districts autonomes, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment communaliser totalement la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de parties, beaucoup de régions, beaucoup de sous-préfectures de villages n'étant pas dans les périmètres communaux, ne bénéficient de son nombre d'infrastructures. Il y a tout ce travail à faire, il faut renforcer pour que notre pays devienne vraiment un pays démocratique. Très bien. Voilà.
André Silver-Conan, il y a une autre question à laquelle vous êtes très sensible, c'est la question des audits dans les entreprises publiques. Le chef du gouvernement a indiqué qu'il y a des audits qui sont en cours et certains à venir. Oui, avant de répondre à votre question, mais je dis rapidement, pour moi, les dialogues politiques sont le signe du refus justement de l'application des mécanismes de la démocratie. Parce que pour moi, on n'a pas besoin de s'asseoir autour d'une table pour savoir qu'il faut appliquer les méthodes, les mécanismes de la transparence, de l'équité, voilà. Donc, multiplier les dialogues politiques, c'est le signe de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en matière de gouvernance politique. Bon, c'est peut-être concernant des crises aussi, parce que... Concernant justement... Un pays qui ne fait pas de crise ne peut pas... Concernant les audits, moi, j'aimerais bien voir la suite. Je sais que il y a eu donc les démissions, on va dire forcées, les limogeages de certains directeurs généraux il y a 1 an. Et depuis lors... on ne voit plus rien venir. Moi, j'ai toujours un problème avec ces audits dont on ne voit jamais les résultats. Voilà. Le gouvernement doit vraiment, pour le même principe de redevabilité et surtout de transparence dont parlait le Premier ministre, communiquer sur les résultats des audits parce que ce sont des entreprises publiques et par respect pour le citoyen qui cotise et qui soutient donc ces entreprises publiques-là, pour le principe de redevabilité et de transparence, on devrait avoir les résultats, surtout pour ceux qui sont déjà passés, pour lesquels jusque-là, on ne voit rien. Éric Dohou, outre ces sujets sur le dialogue politique et sur les audits dans les entreprises publiques, y a-t-il un autre qui a attiré votre attention, qui a retenu pas votre un sujet attention en particulier, mais je voulais juste conclure sur ce point du grand oral du Premier ministre avec ce qui a été vraiment ce que j'ai remarqué le plus dans cet exercice, c'était j'ai senti vraiment un petit peu, j'ai envie de dire beaucoup de condescendance dans les réponses qu'il a apportées sur certains sujets. J'entendais par exemple quand il disait « laissez-nous travailler, nous qui savons, nous qui voyons les choses, laissez-nous travailler ». Quand il parlait, je crois, d'un tour opérateur qu'on pourrait faire de l'aéroport jusqu'à la baie. C'est des choses qui m'ont un peu dérangé. Il y a d'autres phrases dans ce sens. Hein. Cesser de faire des buzz inutiles sur la CMU, par exemple. Il y en a eu d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Mais ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a rappelé un événement de 2020 où le président du Conseil constitutionnel nous disait qu'avec nous, nos petits diplômes de certificat de naissance, on n'avait pas droit à la parole dans le débat constitutionnel. C'est à peu près la même chose, quoi. C'est juste de dire qu'aux Ivoiriens, vous qui n'avez pas de gros diplômes, qui n'avez pas étudié aux États-Unis, vous n'avez pas votre mot à dire dans la manière dont le gouvernement conduit sa politique économique ou autre. Et moi, ça m'a vraiment dérangé. C'est peut-être des phrases anodines, mais je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui détiennent justement le gouvernement de nos pays devraient commencer à respecter un peu plus les populations, notamment quand ils font ce genre d'exercices qui, en fait, sont suivis. Ça ne l'est pas, mais qui sont suivis. Allez, juste... en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Sur les dialogues politiques. Je veux dire à André qu'on est bien obligé, dans nos pays où le processus démocratique est en construction, d'adopter des mécanismes qu'on ne voit pas peut-être ailleurs. Parce que on ne peut pas dire, on sort de crise. On a besoin quand même de ces exercices pour qu'on puisse se parler, parce que ce n'est pas tous les jours. On n'a pas l'habitude. Et il faut donc savoir agréer au gouvernement d'avoir instauré ce cadre qui permet aux gens d'échanger sur des questions spécifiques et peut-être de proposer des solutions alternatives à ce que propose le gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que c'est inutile. Non, c'est utile dans la mesure où nous sortons de crise et il y a des mécanismes à mettre en place. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on n'aura pas besoin de dialogue politique parce que les institutions seront fortes, seront solides. On n'aura plus besoin de dialogue politique peut-être, mais pour le moment, on en a besoin. Très bien. Professeur Dion, on termine avec vous sur ce sujet. Oui, bon, Dohou schématise un peu, hein, on caricature un peu. Moi, je n'ai pas senti de condescendance. Hein. J'ai pas... En tout cas, pour nous qui étions présents, pour l'ambiance qui était, je n'ai pas senti de la condescendance. C'est quelqu'un qui défend son travail, qui défend le travail de ses collaborateurs. J'ai apprécié son humilité parce qu'à un moment donné, il ne tire pas la couverture à lui. Il dit « je ne suis qu'un coordonnateur de l'activité parce que voilà l'équipe qui est au travail ». Et moi, j'ai apprécié cela. Il est resté quand même debout pendant pratiquement 2h30, 3h. C'est vrai qu'on peut voir ça comme une allégorie de la Côte d'Ivoire debout, mais il montre la vigueur, il montre la passion qu'il a à travailler pour son pays. Deuxième chose, vous voyez, on a l'habitude de dire que qui veut la paix prépare la guerre. Mais là, pour une fois, j'ai senti un gouvernement qui dit qui veut la paix prépare la justice sociale. Il est à fond dans la justice sociale et comme ça ne peut pas se régler aujourd'hui, demain, après-demain, je pense qu'il faut qu'on
qu'on le comprenne, qu'on comprenne ce gouvernement, qu'on leur laisse le temps de prendre problème par problème pour essayer de régler la question de la justice sociale. Et je termine sur la question politique, évidemment. Nous souhaitons tous que les élections à venir, que ce soit 2023 ou 2025, soient des élections démocratiques et transparentes. Je crois que le gouvernement, d'après ce que le Premier ministre a dit, d'après ce qu'on observe, est en train de travailler à cela parce qu'en fin de compte, la démocratie, c'est quand la loi règne. Et je pense que tôt ou tard, avec la dimension processuelle de la réconciliation qu'on constate dans notre pays, on avance, mais la loi sera le centre de tout ce que nous faisons. Et puis, voilà, c'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Très bien. Monsieur, autre actualité au pas de course très rapidement. Charles Blé Goudet qui est rentré en Côte d'Ivoire hier après plusieurs années d'absence. Je vous propose le point de cette journée d'hier avec notre reporter Thiemé Dandje et on en parle juste après. Aile gauche de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le cortège de Charles Blé Goudet, sobrement accueilli, loin des caméras par une dizaine de personnalités, prépare sa sortie. Destination, Yopougon place CP1. Sur la route, les premiers mots du retour au pays. Merci. Je suis content d'être là. Je suis content d'être là. Peu après, c'est la sortie en trombe. Le cortège, sous escorte, avale les kilomètres. Une demi-heure après, l'arrêt est marqué au carrefour Yopougon-Sable. Aux portes de la plus grande commune du pays, les premiers signes de l'effervescence autour du retour du président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Même ambiance au carrefour Institut des aveugles et Bel Air, où le natif de Pau-Gros-Bré s'offre un bain de foule. Une communion à la satisfaction du monde acquis à la cause du retour. Regagner son pays après plus de 10 ans, franchement, ça c'est la pure émotion. C'est la pure émotion. Infiniment merci. Merci aussi au président qui a permis à ce qu'il rejoigne sa famille ivoirienne. Merci infiniment. Oui, très contente. Le digne fils du pays est de retour. Nous sommes venus accueillir le fils du pays. Ça fait 10 ans, ça fait 13 ans, il n'était pas sur le sol ivoirien. Le sol de ses ancêtres. Voilà pourquoi nous sommes venus l'accueillir. À quelques pas de là, la mobilisation enfle. Impossible pour le cortège d'aller à pas pressés. En dépit de la menace de la pluie, il avance à pas de tortue. Comme à ses habitudes, le leader de l'ex-galaxie patriotique leur rend l'appareil. Dans la foule en extase, des personnes du troisième âge comblées. On l'aime, lui aussi, nous sommes. Carrefour complexe, place CP1. Dernier carré du tronçon noir de Monde. Depuis le balcon de leur résidence, des habitants ajoutent leurs notes. Même ferveur à moins de 10 mètres du lieu retenu pour la première adresse du retour au pays. Elle va être retardée et mouillée par la pluie qui se mêle de la partie. Pas de quoi empêcher Blé Goudet de communier avec ceux qui se tiennent debout pour saluer son retour sur les terres natales, 8 ans après son transfèrement à La Haye. Le quartier du pénitencier de la Cour pénale internationale qu'il a acquitté des faits de crimes allégués contre l'humanité, relevant de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Monsieur Charles Blé Goudet de retour au pays. De retour, c'est bien. Et après, ensuite, Guillaume Bateau? C'est déjà ça, que Charles soit à Abidjan. Une symbolique dans ce retour? Oui. Des images qui vous ont marqué particulièrement? Oui, je l'ai vu debout sur la voiture, sous la pluie à Yopougon. On a senti qu'il était vraiment content de retrouver ses amis, tous ses supporters. Sa chemise était complètement trempée. Et je trouve que c'est l'enfant du pays qui revient. Et je suis très content pour lui, pour Charles, parce que ça aurait été vraiment une injustice s'il avait été le seul à ne pas pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire après tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'il faut saluer son arrivée et ses premiers propos aussi. Je crois que c'était un retour ordonné, contrairement à ce qu'on a pu voir il y a quelques mois. Et je suis tout à fait content et j'espère
vraiment que, comme il a dit lui-même, il va prendre sa place dans le processus de réconciliation, l'accompagner, parce que notre pays en a vraiment besoin. Nous avons besoin de changer les choses, d'abandonner les confrontations violentes, je l'ai déjà dit. Nous avons besoin d'un pays qui se construit dans la démocratie, dans la fraternité. Et pour cela, je pense que Charles peut être un acteur assez important. Je n'ai aucun doute là-dessus. On l'a vu par le passé. Tout le monde se souvient de sa première visite en zone CNO à l'époque pour rencontrer les Watawe ou qui y étaient. C'est le même Charles Blegué que je pense qu'on va avoir dans les mois prochains, en faisant le tour de la Côte d'Ivoire, parlant de réconciliation et construisant son COGEP, son parti politique, qu'il va essayer de structurer pour affronter les prochaines élections. Je crois que ce sont les prochaines étapes. Professeur Dion. Bonne arrivée à Charles Blé Goudé. Il a dû constater déjà que le pays qu'il a laissé et le pays qu'il retrouve, ce n'est pas exactement la même chose. Je vais répéter ce qu'il sait déjà, c'est qu'il rentre dans un pays qui est gouverné par un homme qui n'est pas distrait, un homme très organisé, qui sait où il va, qui sait l'art d'ordonner le monde, et puis qui sait ce que veut dire gouverner et qui sait ce que veut dire gouverner un État africain. Quand on a fait ce petit synopsis, Charles va prendre sa place, mais quand il rentre, et quand il rentre de cette manière-là, que j'apprécie à sa juste valeur, c'est le plus difficile pour celui qui s'en va, ce n'est pas le voyage. Le plus difficile, c'est le retour chez soi. Voilà, ça, c'est pour ceux qui aiment la mythologie comme moi, quand vous avez Ulysse, le plus grand combat de Ulysse, c'est pas la guerre de Troie, c'est quand il rentre chez lui parce que les vrais adversaires l'attendent chez lui à la maison. Donc les vrais adversaires politiques de Charles sont là, ils l'attendent, il va vivre sa guerre des héritiers, qui empoisonne la vie politique depuis la mort d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, et je lui souhaite bonne chance, mais je sais qu'il a gagné en maturité, même s'il y a des réminiscences de général de la rue avec quelques gestes que j'ai remarqués, mais je crois qu'il a gagné en maturité. Éric Glou. Oui, bah, écoutez, on ne peut être qu'être content. Moi, je suis du Yopougon et donc j'ai vu l'effervescence dans mon quartier, tout le monde qui courait pour aller à sa rencontre à la sortie du pont. C'était assez émouvant, donc je suis vraiment content. Moi, j'espère simplement que, d'une part, son retour permette à ceux qui avaient un ressentiment vis-à-vis de ce gouvernement de contraindre certaines personnes à l'exil, que ce ressentiment va disparaître et que ça ne va pas aussi raviver la douleur de certaines personnes qui ont été victimes pendant cette crise et qui pourraient penser que Blé Goudé revient peut-être lavé des crimes pour lesquels aujourd'hui on ne sait pas qui est vraiment le coupable. Et moi j'ai bien aimé la symbolique de son retour, ça a été dit, ça a été en tout cas plus réussi qu'un autre des retours dont on ne parlera pas. On peut en parler, hein. Non, Guillaume Bateau, déjà, moi, j'ai vraiment aimé cette embrassade à l'aéroport avec Madame Simone Gbagbo, c'était chargé en émotions. J'ai vu les images, vraiment après coup, mais voilà, c'est des images qui sont fortes. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait qu'il ait appelé sa femme sur la tribune au moment de son discours à la place CP1. C'était très bien fait. Il lui a carrément fait une déclaration d'amour en public, c'était très beau. Vous êtes un amoureux, me semble-t-il. Un romantique, oui. Il y a eu ces bras en croix. Moi, ça fait penser à Jésus qui rentre à Jérusalem sur son âne. Bon, on sait tous que Charles Blé Goudé est quelqu'un de très fort en symbolisme. Ce n'est pas seulement dans ses sempiternels proverbes, mais il a aussi l'art de communiquer et communier avec ce public. C'était très, très bien fait, je pense. Après, le petit bémol, bon, il y avait les invités. Effectivement, j'attendais à ce qu'il y ait un petit geste envers le PPACI, puisqu'on sait qu'il y a quand même quelques tensions. Je n'ai pas vraiment vu de responsable de haut rang à ce rassemblement. Donc, les invités d'honneur, c'était plutôt Afin Guessan et Simone Gbagbo, qui tous deux sont en rupture de banc prononcée avec le PPACI. Donc, je ne sais pas si, comme on a dit, ça nous donne un nouveau départ de cette guerre d'héritiers. Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que la gauche sera suffisamment intelligente pour penser à 2023 et 2025. Et le dernier point, moi, qui m'a toujours dérangé sur cette affaire de retour de Blé Goudé ou des exilés, c'est cet élément de langage qu'on entend à chaque fois du gouvernement à faciliter le retour. Que Charles Blé Goudé aurait bien fait les choses parce qu'il serait passé par le gouvernement, qu'il aurait fait des salam alek. Moi, ça me dérange. Ce monsieur est parti à La Haye, il a été innocenté par la justice internationale. Quand il revient en Côte d'Ivoire, j'estime qu'il n'a pas besoin d'en faire plus. Il faut qu'on rappelle, et c'est très important, que notre État n'a pas à avoir de ressentiment. L'État, il est juste avec tout le monde. Donc, un citoyen qui rentre dans son pays, il n'a pas besoin de faire plus que ça, ni pour obtenir son passeport, ni justement pour avoir une entrée ou un retour, en tout cas, mieux cadré, mieux organisé, avec moins de remous.
On termine avec vous, André Silver-Conan. Oui, non, Charles Blé Goudé n'a pas fait de Salam Alek. Il a mérité de rentrer dans son pays. Il est rentré dans son pays. Aucun nuage n'est tombé sur la tête de personne. Et je pense que c'est honorable pour tout le monde. Je note cette forte image à sa descente d'avion où il embrasse le sol ivoirien. Je sais que c'est un geste de spiritualité qui avait aussi divisé Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo au retour de ce dernier en juin dernier. 2021. J'ai vu donc un Charles Blé Goudé nouveau, voilà, un peu plus mûr. Mais, vous voyez, en janvier, il aura 51 ans. Quand en 2010, il avait 38 ans, aujourd'hui, ce n'est pas le même homme. On a vu effectivement cette absence, cette présence, on va dire, pas très bien remarquée de PPACI. C'est vrai que Charles Blé Goudé lui-même avait parlé de 6 représentants, ce qui était assez faible, mais on n'a pas vu de tête forte. On n'a pas vu Damana Picasso, on n'a pas vu Justin Katina Koné, on n'a pas vu ses anciens compagnons comme Konaté Navigué, voilà. Bref, cela veut dire que il y a manifestement problème. Ensuite, on a vu aussi la présence de Pascal Affinguessin, surtout de son épouse, Angéline Kili. De nombreuses personnes ne savent pas, mais elle est un peu comme une mère pour Charles Blé Goudé. Et surtout, ces bénédictions prononcées par Simone Gbagbo à l'endroit de son fils, on va dire, entre griffes, que tu as la force, que tu as le courage, que tu as la sagesse. Je pense que ce sont des images très fortes pour le reste. Charles Blé Goudé revient dans son pays et on espère que ça va contribuer justement à relever le niveau des débats politiques en Côte d'Ivoire, comme on le demande depuis toujours. Très bien. Monsieur, vous le savez certainement, NCI est le seul diffuseur exclusif de la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Carton vert pour NCI. Oui. Merci beaucoup. Et justement, cette compétition a des exigences. Il y a des matchs et des heures qui peuvent avoir un impact sur la diffusion, notamment de NCI 360. On va donc s'arrêter là pour ce jour. Merci d'être venu sur ce plateau, professeur Dion, Guillaume Bateau, Éric Dohou, André Silver-Conan. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro de NCI 360. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.